Nous sommes de retour sur le plateau du jeudi anthropologie avec notre professeur des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et là, on va passer au cours du jour, puisque vous nous avez donné votre avis effectivement sur la lutte et donné quelques conseils. Et on retiendra, et je pense que c'est un petit peu votre objectif, il faut qu'on développe notre économie. Il faut qu'on soit plus solidaire économiquement. Il faut qu'on ait ce sentiment intérieur que la puissance, elle est en nous. Et que là où nous sommes, et le territoire que nous avons, nous permet de nous réaliser à l'échelle internationale. On n'a pas de doute à avoir là-dessus. Mais on a plus besoin de nous-mêmes que nous aurions besoin de l'Europe. Et ça, il faut le savoir. Ça, il faut savoir un certain nombre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur le fonctionnement financier de la Guadeloupe, c'est-à-dire l'intérêt qu'a l'Europe d'avoir la Guadeloupe sur le plan financier. Moi, je vous dirais qu'il y a des articles dans le magazine Le Point, quand ils font la balance, vous voyez, ils vous disent que la Guadeloupe remonte à la France des dizaines de milliards chaque année. Alors tout le monde parle de pauvreté. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. J'avais comme client les patrons des grands magazines financiers, Capital, Challenge, Le Revenu Français, avant qu'ils partent en vrille, et beaucoup d'autres. Moi, j'ai travaillé dans la presse. J'étais conseil auprès des grands titres de presse. Beaucoup de hauts responsables étaient des amis quand ils me parlaient de l'économie d'ici, mais ils m'expliquaient les choses qu'ils savaient. Donc c'est pour ça qu'il y a un double jeu de jambes entre ce qu'on fait croire et la réalité. Donc là, il faut faire très attention. Il est temps de se réveiller, donc j'invite faut faire très attention sur ces choses. Les chefs d'entreprise, je vous invite effectivement à vous diriger vers Anija. Il y a beaucoup de conseils. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de la discussion et surtout apprendre à voir les choses différemment. Moi, ma profession au départ, c'est vraiment conseil en développement stratégique. Et je vois qu'ici, on a tellement d'habitudes ancrées, il ne faut pas que ça devienne comme une espèce de colle qui nous empêche d'avancer. Il faut quand même être avant-gardiste dans la façon de voir les choses. Et ça, c'est important. Merci, professeur, pour cette partie. On en vient au cours donc, du jeudi anthropologie sur la lumière. Oui, voilà, sur la lumière. C'est-à-dire que je voulais prendre comme exemple le discours historiographique sur la lumière pour montrer comment, finalement, beaucoup de documents qui concernent l'Afrique sont mis de côté. Et ils sont mis de côté ou quand ils sont traités dans les présentations, c'est traité de façon, je dirais, un peu péjorative. On ne prend pas vraiment la chose au sérieux. Et l'ensemble de la documentation n'est pas traité dans les rencontres grand public, que ce soit au niveau du CNRS, qu'au niveau de certains grands instituts, à Saclay et autres. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, parce qu'on veut grandir le prestige de l'Europe en cachant un certain nombre de sources. Or, il faut savoir que quand on fait de la recherche, et ça je le dis pour avoir côtoyé des chercheurs, même des grandes universités américaines et compagnie, on s'intéresse à tout. C'est-à-dire tout ce qui touche l'univers de sa quête intéresse le chercheur d'une façon générale dans tous les domaines. Et c'est pour cette raison que, comme il dispose de budget, il a la possibilité, puisque c'est là où j'ai vu que certains budgets dans des départements de sciences de certaines universités sont colossaux, c'est plusieurs millions, donc ils ont la possibilité de se déplacer, de se rendre sur place et de pouvoir même séjourner dans certains pays pour rencontrer des spécialistes. Alors je voulais prendre l'exemple, on va voir le premier document de M. Aspect, qui a fait une conférence sur la lumière. Et quand il parle de l'objet qui concerne, donc de la stèle qui concerne l'Égypte, c'est très étrange de voir que, en fait, à son niveau de compétences et de connaissances, qu'il en parle avec cette désinvolture. C'est-à-dire, on sent là quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est valable pour les mathématiques, comme pour la physique, comme pour beaucoup de choses. Pour toutes les matières, voilà, pour la chimie, l'astronomie et compagnie. Donc, prenons le temps de regarder ce premier document parce qu'il est quand même intéressant. On roule. Ce soir, nous avons le plaisir donc, de recevoir Alain Aspect. Alain Aspect est physicien, il est professeur à l'Institut d'optique et à l'École polytechnique, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est un grand spécialiste de physique quantique et de physique atomique. Il a travaillé sur les expériences portant sur le paradoxe EPR et sur le phénomène d'intrication. Donc nous sommes très heureux et honorés de le recevoir ce soir. Donc je vous en prie. Je vais vous parler de la dualité onde-particules pour un photon unique et avec deux personnages qui vont encadrer, je dirais, l'histoire. Einstein, ça va commencer en 1905
Et Wheeler, eh ben, c'est des expériences qui ont été réalisées récemment, mais sur des idées que John Archibald Wheeler avait émises dans les années 1980. Et j'aime beaucoup cette stèle égyptienne dans laquelle on voit le soleil émettre des rayons lumineux qui en fait transportent des fleurs multicolores qui donc sont observées par la dame, je ne me rappelle plus son nom là. Et vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de penser au modèle de Newton de la lumière formé de particules multicolores. C'est assez amusant. Au Moyen-Âge, eh ben, ce sont des empiriques ou des empiristes. Finalement, ils ne discutent pas tellement sur qu'est-ce que la lumière. Par contre, ils font quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ils inventent la lentille. Et puis, en mettant les lentilles les unes derrière les autres, eh ben, il y a des gens assez géniaux qui arrivent à inventer le microscope pour voir l'infiniment petit, la lunette astronomique qui permettra à Galilée de faire les découvertes des satellites de Jupiter. Donc, on a tendance à sous-estimer le Moyen-Âge. Je pense que leur contribution est tout à fait extraordinaire, même si elle n'est pas conceptuelle. Et vraiment, le grand révolutionnaire du début du XXe siècle, c'est bien sûr Einstein, qui en 1905 va faire l'hypothèse que la lumière est faite de quanta, Lichtquanten en allemand, des quanta de lumière, c'est-à-dire des grains d'énergie élémentaire. Alors cette énergie du grain, de chaque grain élémentaire, qu'on appellera photon plus tard, c'est un chimiste qui s'appelle Lewis qui nommera ces grains de lumière des photons en 1926. Einstein dit, si les échanges se font par quanta, c'est que la lumière elle-même est formée de quanta. Donc la lumière est formée de grains, d'énergie. Alors il commence bien. On parlait de lumière, mais après c'est cette dame-là dont on a oublié le nom et bon, des explications un peu très légères comme vous dites. Très évasives. Alors il faut savoir que la réalité, notre réalité commence ici. C'est-à-dire que les grands savoirs, les savoirs de l'humanité sont présentés comme étant l'apanage des personnes d'ascendance européenne. Et lorsqu'on parle du manque de confiance des personnes ressortissantes des pays du Sud, ça vient de là aussi. Parce que si vous étiez dans le domaine de la religion, tous les saints seraient blancs, et Jésus serait blanc, Dieu serait blanc. Donc, vous voyez bien que ça, c'est ce qu'on appelle de la mise en scène historiographique. Le truc, c'est que comme vous avez un système qui sous-tend ce discours en le finançant, donc ça fait que les discours contraires qui ne seraient pas financés n'auraient pas la même aura médiatique, c'est-à-dire dans les documentaires et les magazines et compagnie. Et c'est comme ça que finalement, je dirais, une certaine idée des rapports entre les humains prennent corps en donnant l'impression aux jeunes d'ascendance européenne que le savoir est redevable au cerveau des Européens et que les autres étaient spectateurs. Clairement. Il faut savoir que dans la réalité, tout cela est complètement faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Parce que l'Afrique a généré tous les corpus scientifiques. Mais ce qui est très étrange, c'est que ce sont des corpus qui ont été générés à des états d'aboutissement moderne. C'est-à-dire notre modernité est toujours basée sur ce que l'Afrique a fait. Quand vous prenez l'année de 365 jours, un quart avec 12 mois, ça vient... Mais monsieur Motouni, est-ce qu'on a inventé quelque chose depuis, en fait, en réalité? C'est-à-dire que l'homme, en fait, nos ancêtres ont considéré que le vrai inventeur, c'était Dieu. Qu'on ne faisait que découvrir ce qu'il avait inventé. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la démarche d'indexer le nom de quelqu'un à une découverte. Puisque la notion de science sacrée, c'était que tout domaine scientifique a un fondement, c'est de collaborer à la vie. Donc, et de faire passer l'énergie du créateur de la création. Donc c'est pour cette raison que les choses n'étaient pas aussi basées sur l'ego, puisque avec l'arrivée des Grecs, Pythagore a fait ci, Thalès a fait ça. On aurait dû avoir le théorème de Yamesou, mais il n'a pas voulu donner son nom au théorème. On est dans l'ego, on est aussi dans l'escroquerie, il faut quand même se le dire. Surtout. Mais le but du jeu, c'est de se donner une espèce de civilisation qui aurait l'ascendant sur tout le monde. Et quand je vois par exemple des documentaires où le discours est fait comme ça, par exemple à Mayotte ou Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand les Européens se présentent comme les inventeurs de tout, en présentant leur Jésus blanc et compagnie, on voit bien que finalement jusqu'à aujourd'hui on est encore dans la même escroquerie que l'époque du 15e et 16e siècle. Toujours est-il que
la problématique de fond qui est très gênante, c'est le fait que M. Aspect parle des lentilles comme étant une invention du XVIe siècle. Du Moyen-Âge, donc. C'est quelque chose de très surprenant. Alors, je vais vous montrer justement le deuxième document qui concerne, je crois, la dimension des lunettes. C'est important de regarder ça parce que vous allez tomber des nues. On part pour le deuxième document. Que pouvons-nous dire à propos de l'intervention de M. Alain Aspect, à propos notamment des lentilles? Alors c'est vrai, si nous regardons ce document émanant de l'Observatoire de Paris, on nous dit que dès le Moyen-Âge, on fabrique des lentilles de verre pour corriger la vue. Mais ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que la science s'empare de la question des lentilles. L'Italien Giambattista della Porta, 1534-1535 à 1615, publie un ouvrage intitulé Magia Naturalis en 1585, dont une partie est entièrement consacrée à l'optique. Le texte est obscur, mais on y trouve l'explication théorique du fonctionnement de la lunette. Donc c'est principalement à cette période que l'historiographie fait tout simplement apparaître la notion de lentille et la notion de lunette. Sauf que il a existé des lentilles durant l'Antiquité en Afrique. Et cela, nous le devons au professeur Flinders Petrie qui, en effectuant des fouilles en Égypte, a trouvé, non loin de Tanis, effectivement des lentilles. Alors, ces lentilles ont été trouvées dans une tombe à Elwan et elles sont exposées aujourd'hui au British Museum. Et l'aspect de ces lentilles montre bien qu'elles ont fait l'objet d'une utilisation mécanique dans le cadre d'une lunette, et cela, personne n'en discute. Donc, chose importante, l'historiographie doit commencer avec les premières lunettes optiques réalisées en Afrique à l'époque de l'Égypte pharaonique. Incroyable. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un problème. Un gros problème. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est objectif, qu'on fait l'histoire des sciences, la philosophie des sciences, et passer sous silence Complètement. que non seulement on a trouvé des lentilles optiques en Égypte qui remontent à plus de 3000 ans, donc, et en plus, on voit qu'il y avait un mécanisme dans lequel la lentille s'emboîtait pour faire les observations dans les deux sens, c'est-à-dire microscope pour regarder l'infiniment petit et regarder le ciel et les étoiles. Donc, vous voyez que on sous-tend un discours que, bon, c'est des empiristes, ils font de la magie, mais les outils technologiques utilisés sont passés sous silence. Et vous voyez que la chose, elle est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que si on n'a pas, je dirais, compris la nature du discours scientifique de l'Europe sur l'apparition des connaissances dans l'histoire de l'humanité, eh bien on a du mal à comprendre qu'en fait, on ment. Voilà, c'est-à-dire que la chose passe à côté de la vérité. Et ça, c'est important. Je voulais, parce que le temps passe vite, qu'on puisse voir le document suivant, parce qu'il faut continuer dans l'étude, il y a des choses extraordinaires. On part pour le troisième document maintenant. Que pouvons-nous dire à propos de la nature de la lumière? Il faut savoir que les stèles de l'Égypte pharaonique sont très pertinentes parce qu'elles nous révèlent finalement l'intérêt que portaient les savants et les théologiens de l'Afrique noire pharaonique pour la lumière émanant notamment du disque solaire. Beaucoup de traces de leurs observations, de leur expérience existent encore aujourd'hui, comme par exemple ces rayons solaires gravés sur les parois intérieures du temple de Dendera, donc émanant d'une lucarne. Cette analyse vient du professeur François Doma, où on voit bien qu'il s'agit ici des rayons de solaire pénétrant à l'intérieur d'un temple. Mais il y a eu véritablement une richesse d'analyse qu'il convient de souligner. Tout d'abord, en haut à droite, on a le hiéroglyphe déterminant le mot Seti, darder, rayonner. On a le hiéroglyphe servant à écrire le mot Kra au milieu qui signifie apparaître. Ce signe représente une source lumineuse émettant des ondes sphériques s'épanouissant dans l'air. Pour cela, je vous invite à voir les propriétés ondulatoires de la lumière, interférence, diffraction de Huygens et de Fresnel. Et nous avons aussi les hiéroglyphes déterminatifs de tous les mots désignant la lumière, notamment la lumière solaire. Et pour cela, on peut voir les propriétés corpusculaires de la lumière de Lucrèce, de Newton et d'Einstein. D'accord? Et sur les lignes inférieures, donc, on a différentes peintures désignant le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate en fait que la représentation de la lumière solaire
Donc elle est très intéressante et très pertinente, puisque nous voyons des rayons, nous voyons des paquets de lumière, nous voyons des grains de lumière. Donc il y a là véritablement une expérimentation profonde de l'analyse physique et astrophysique, énergétique aussi, au niveau des fréquences sur la nature réelle de la lumière. Prenons le temps de voir la stèle de la Dame de Tempérette. Elle date de la 22e dynastie, soit nous sommes en 1000 de l'ère ancienne africaine, elle est au musée du Louvre. Donc c'est une stèle qui a deux faces. Donc elle a une hauteur de 31 cm et elle comporte deux faces. Donc sur une des faces, on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu la nuit sous le nom d'Atum. Et sur l'autre face, on voit la Dame de Tempérette qui adore Dieu le jour sous le nom de Ré. Donc c'est à partir de ce nom, Ré, qu'on aura le Deus jusqu'au mot Dieu que nous utilisons aujourd'hui. Chose particulière, c'est que lorsque nous prenons le temps d'analyser donc ces rayons qui émanent, cette lumière représentée sous la forme de fleurs, de lotus, qui émanent donc du disque solaire, il y a de quoi être très intrigué, parce que les dessins et les couleurs ne sont pas faits au hasard. Pourquoi ? Tout d'abord, nous avons des lignes précises, donc qui montrent que la lumière suit un cheminement précis pour arriver jusqu'à nous. Donc on peut évaluer la notion de temps et de distance qu'ils ont fait. Mais ici, il faut noter que si nous prenons les lotus foncés, si nous regardons bien comment ils ont été disposés, eh bien on se rend bien compte qu'ils sont présentés par séquences. Ce sont des séquences de paquets de lumière qui sont représentés ici. Et la chose, c'est qu'il suffit tout simplement de corréler cela avec ce que nous savons aujourd'hui de la lumière. Dans le cours en ligne de Madame Couder, aujourd'hui nous allons parler du photon. Bien, quand on est en train de prendre le soleil comme ça, on a l'impression que le soleil nous éclaire en continu, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le temps du rayonnement sur notre corps. Eh bien en fait, ce n'est pas le cas. Sur notre corps, on reçoit de l'énergie, mais pas en continu. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, et elle arrive par paquet. En fait, on passe systématiquement du noir au soleil, beaucoup de fois par seconde. Mais comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte ? Parce que quand on est allongé comme ça, on a l'impression que c'est en continu le soleil. On ne s'en rend pas compte parce qu'il faut faire un changement d'échelle. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur la quantification de l'énergie. Par exemple, sur le sable, on a l'impression que c'est quelque chose de continu. Et quand on zoome, on voit qu'en fait, c'est discret. Il y a des grains de sable. Et donc ça, on le voit en faisant un changement d'échelle. Très intéressant. Donc on ne reçoit pas la lumière en continu. Voilà, donc c'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, il y a quand même quelque chose de très étrange pour quelqu'un qui s'intéresse à la lumière. Donc ils parlaient d'intermittence déjà. Et quand on regarde les séquences et les couleurs et l'alignement, on voit bien qu'il y a eu une réflexion bien précise qui explique en fait un fondement. C'est comme ça que nos ancêtres sont. C'est-à-dire nos ancêtres, c'est des gens vraiment, ils sont très particuliers. Vous connaissez rien, vous verrez un dessin. Si vous commencez à vous intéresser à la science, vous allez analyser le dessin de façon différente parce que le dessin répond à des lois. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de lois cachées en fait dans le dessin. En fait, c'est un dessin scientifique qui illustrait un discours scientifique. Et qu'à partir du moment où on sait que la lumière n'arrive pas en ligne droite, mais vient par séquence, donc il y a des quantas de lumière, vous voyez, donc c'est pour cette raison que on se retrouve avec ces fleurs de lotus séquencées par couleur. Donc c'est pas un hasard, mais il faut connaître en fait la nature réelle de la lumière. Donc il y a de quoi se poser la question, c'est-à-dire se dire, mais manifestement ils avaient ces notions-là. Maintenant il y a, je ne sais pas si on a le temps pour un dernier document, qui dure pas longtemps, juste 2 minutes. On peut y aller rapidement ? Rapide, et on conclut après. Voilà, si on peut voir le dernier document, parce qu'il est important. Alors, poursuivons notre analyse, parce qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la lumière, des grains et des photons dans l'Afrique noire de la période pharaonique. Pourquoi ? Nous avons ici un sarcophage, qui est le sarcophage du prêtre Djedor. Djedor, nous sommes en 390 de l'ère ancienne africaine. Et qu'est-ce que nous constatons sur ce sarcophage, visible au musée du Louvre ? Eh bien, la lumière qui émane du soleil, elle est représentée sous la forme de grains. Et que nous disent les spécialistes ? Tels que Serge Chamuron, par exemple, il nous dit que pour les Égyptiens, la lumière est une pluie de particules lumineuses, soit de photons,
comparable à la fine poussière qui sort d'un tamis dont le nom en égyptien ancien est Necker. Donc, sur plusieurs documents, des papyrus notamment, nous avons véritablement une représentation de la lumière sous la forme de grains. Et si nous prenons le temps d'analyser véritablement la légende, donc l'analyse qui est faite, nous nous rendons compte que nous avons ici un véritable corpus de recherche sur la nature profonde de la lumière. Ici, ce papyrus date de 1070 de l'ère ancienne africaine. Il s'agit de celui d'un scribe comptable du grenier d'Amon, qui est Nespakashouti. Et que nous dit la légende? Nous dit que Khépri, qui est ici debout, sous la forme de visage en scarabée ailé, symbolise ici l'aube, soit l'élévation de l'énergie solaire du Créateur à l'horizon oriental du ciel. En dessous, dans Hyménète, deux divinités l'accompagnent, tandis qu'Isis et Nephthys, soit Seta et Nafissatou, versent des millions de photons, à savoir des particules de lumière, sur l'orbite de l'astre solaire. À l'intérieur du cercle, des bêcheurs de masse cosmique tiennent des houmères dans les mains. Donc on voit ici que lorsqu'on parle du discours historiographique de l'étude de la lumière, beaucoup de choses relatives à l'Afrique ne sont pas dites. Donc ils voyaient déjà la lumière comme elle était. Voilà. Manifestement, je dirais qu'il y a deux constats que nous pouvons faire. On ne peut pas se fier au discours historiographique occidental sur l'histoire des sciences, puisque en fait le but du jeu c'est de se ramener tout à soi, alors que les chercheurs, les Newton et les Einstein, ont étudié les matériaux égyptiens, les matériaux indiens et autres, pour pouvoir se formaliser, je dirais formaliser leur corpus de documentation, pour pouvoir commencer à conceptualiser leur théorie. Mais ça on ne le dit pas. Voyez, donc tout ça pour dire que je pense que cette espèce de complexe qu'on aurait devant le discours scientifico-historique qui nous est présenté dans les universités ou qui nous est présenté dans le documentaire, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on ne nous dit pas tout. Voilà. Très clairement, mais en tout cas vous êtes là pour nous éclairer puisque toute chose a une explication au final de compte, mais il faut juste savoir et avoir parce fait que des vous recherches. savez que lorsque vous faites de la recherche, vous voyez comment les anciens représentaient la lumière, ça vous donne une piste de réflexion. Clairement. Ce qui est évident. Et on vous parle de Newton qui a vu que c'était des grains de lumière, on vous parle d'Einstein, on vous parle de Planck, alors que vous avez tous les matériaux de Newton, d'Einstein, même la notion d'onde, de lumière, on a tout ça dans l'Égypte pharaonique. Mais on sait qu'on a une civilisation qui était particulièrement développée, qui était même plus développée que la nôtre, et c'est vrai qu'on se demande, mais comment ils connaissaient la position des étoiles, la position des planètes, alors qu'ils n'allaient pas dans l'espace. On nous cachait tellement de choses en fait, qu'on savait même pas qu'ils ont créé effectivement le télescope et qu'ils pouvaient observer les étoiles. Et donc vous savez, cette affaire-là, elle est arrivée il y a très longtemps, très rapidement. Ce sont les météorites, quand elles tombaient dans le désert, ça tournoyait dans le sable. Et quand les gens qui avaient repéré l'impact se dirigeaient le lendemain, ils avaient des espèces de gros éclats de verre. Et quand ils regardaient, ils voyaient bien qu'il y avait un effet ça déformait. Et donc, comme ils avaient le secret du polissage, ils ont commencé à polir ces objets. Et après, ils ont compris que le sable, quand il est brûlé, ça devient du verre. Et c'est comme ça que vous avez jusqu'à aujourd'hui une tradition en Égypte pour faire le verre et au Soudan. Parce que vous nous l'avez dit, la science, ça découle d'observation. C'est de l'observation. Il n'y a pas eu d'observation préalable. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas exclure les apports scientifiques africains du discours de l'apparition de notre modernité. Ce n'est pas possible. Et vous êtes là pour ça, de toute façon. Totalement. D'équilibrer la balance. Merci encore, c'est moi qui vous professeur, remercie. pour ce jeudi anthropologie. Semaine prochaine, on vous a avec nous? Oui, je pense que Nsakou devrait être avec nous parce qu'on a encore un dossier. D'ailleurs, on a eu beaucoup de félicitations sur sur le gros cas de beaucoup de personnes à l'étranger, donc des gens de la Guadeloupe qui ont des ateliers ou qui font des cours qui organisent des cours de gros cas. Et c'est vrai qu'on remercie tout ce monde-là d'avoir vibré avec nous dans le cadre de la présentation des thématiques. Merci encore, professeur. On se retrouve donc jeudi prochain pour un nouveau jeudi anthropologie. Oui, on est très centré sur nous parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Totalement. Et merci à monsieur Omotunde justement de nous aider à faire ce travail depuis, je crois, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on fait ce travail. Totalement. Et on a encore beaucoup de choses à faire. On a encore beaucoup à faire. Finalement, tellement ils ont tout falsifié. Totalement. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Après la coupure pub, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée. Bisous, bisous.